Hop là, c'est parti. Alors donc merci en tout cas pour vos partages. En tout cas, enfin moi ce que j'ai constaté en tout cas dans les réunions, les ateliers, peu importe comment on les appelle, les moments en tout cas collectifs, c'est que parfois déjà quand il y a pas d'animation, quand il y a pas tout ça, il peut y avoir des discussions qui tournent un petit peu en rond. Parce que, c'est peut-être pas cadré comme il faut, peut-être pas animé et cetera. Donc déjà, ça peut effectivement tourner en rond, on revient, puis on digresse sur un truc et puis on revient et puis on revient et du coup, ça part un peu dans tous les sens, il y a pas forcément de structure. Donc ça peut être un premier problème. Ensuite, un deuxième, ça peut être, tout ce qui est, faux consensus. Donc tout le monde est d'accord, sauf qu'en fait, finalement, il y a rien qui se passe. Donc ça peut être un autre problème. Ensuite, c'est, aussi un autre problème qu'il peut y avoir, c'est que, certaines personnes peuvent prendre plus de place que d'autres et du coup, il y a peut-être des personnes qui osent moins prendre la parole par rapport à d'autres et ça peut générer, des déséquilibres qui viennent aussi, parasiter un peu les discussions. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que parfois on peut prendre des décisions, pendant la session, mais après ça tient pas forcément dans le temps. Donc ça, c'est un peu les choses que j'ai un peu, remarquées et qui peuvent poser problème quand on parle de décisions dans un collectif. Donc les mécaniques, heu, qui sont invisibles, donc ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est déjà, dans un premier temps, c'est que vous puissiez prendre un petit moment, si ça vous va, en binôme. Je vais vous mettre dans des petits groupes, pour partager un peu, c'est quoi pour vous vos pires moments, qui n'ont servi à rien grosso modo en réunion parce qu'il y a pas eu de décision, ça a pas avancé. Donc peut-être essayer de voir un peu, ce qui a produit, ces problèmes-là. Donc là, je vais vous mettre en petits groupes si ça vous convient. Qu'il y a des petites, pépites, sur, les Je sais pas s'il y en a qui ont écrit. Moi, je peux le faire à l'oral si ça vous va. oui? Avec Aurélie, je crois, si je ne me trompe pas. On a discuté, moi j'ai expliqué une situation qui m'était déjà arrivée où c'était sur un atelier de conception plutôt de réflexion avancée sur une fonctionnalité qu'on avait décidé de découper en 3 étapes. Mmh. En fait, on avait fait un atelier pour chaque étape et à chaque celui de la première étape s'est très bien passé. Celui de la deuxième étape, en fait, a remis en cause ce qu'on avait fait sur la première étape et pareil sur celui de la troisième étape, sur les étapes précédentes. Donc c'était assez frustrant, sachant que les Mmh. personnes qui mettaient en cause ce qui avait été déjà décidé par avant, c'était les personnes qui gèrent la stratégie, donc c'est plus compliqué de remettre en cause ces personnes-là. Mmh. Et effectivement, le retour que partageait Aurélie, c'était est-ce que vous aviez fait des relevés des décisions qui avaient été prises à chaque atelier. Et effectivement, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on avait mis en place, puisque jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas eu besoin de formaliser autant que ça, c'était plutôt fluide. Mmh. Ouais, OK. Donc en fait, vous aviez discuté d'un truc, vous aviez décidé de quelque chose et comme c'était pas écrit, peut-être que c'est ça qui aurait peut-être remis en question ou C'est une piste. Je n'ai pas, OK, j'ai pas la réponse, mais en tout OK, cas, ça marche, OK. Aurélie proposait une piste d'action pour que ça ne se reproduise pas, ou moins en tout cas, et que Mmh. OK. voilà. Intéressant. Donc effectivement, le fait que parfois ça soit pas noté, ça peut être ça. Bien, parfois, c'est même là, dans ton cas, ça aurait pu ne même pas être, dû à que ce soit mal animé ou enfin, voilà, enfin, que ça aurait pu être très bien animé, super cadré avec tous les outils, tous les trucs bien et tout. Mais parfois juste, il y a un des trucs, c'est le temps long. En fait, c'est que parfois, en atelier, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça dure 2 heures, on se dit: «OK, ça c'est super idée, super piste et cetera» et avec le recul, quand on commence à, vouloir mettre en place le truc et cetera, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas parce qu'on n'aurait pas pensé à tout pendant les 2 heures qu'on avait ensemble et c'est OK aussi. Parfois, il vaut mieux, revenir en arrière et changer des trucs, plutôt que de déployer un truc qui ne fonctionne pas ou c'est peut-être une piste aussi, hein. Mhm. Et c'est OK. En tout cas, ce qui est plutôt positif, c'est qu'il y a quand même eu des décisions qui ont été prises lors de ce premier atelier. Mais parfois, c'est aussi le projet ou des choses qu'on n'aurait pas vues. Hem et ça de manière plus globale, c'est aussi des choses qu'on peut explorer pendant les ateliers. Se dire, peut-être que, la fonctionnalité machin, on peut voir,
prochain atelier si, si elle va bien se diffuser dans tout ce qu'on a prévu. Enfin voilà, on peut aussi avoir des temps un peu plus longs et plus d'ateliers sur une des fonctionnalités, par exemple, ça pourrait aussi aider. Mhm. Alors, par écrit, alors, nous avons parlé de tenir les décisions prises en réunion, notamment dirigeants qui changent d'avis. Alors, encore des changements d'avis, intéressant. Et des questions sur comment amener le groupe dans la bonne direction et aller vers la décision la plus juste pour tous et non seulement l'avis du directeur de manière unilatérale. Ah, ok. Donc là, c'est plus un déséquilibre entre ce que va dire la personne dirigeante, parce que du coup, elle a peut-être des avis tranchés, etc., et ce que vont dire les autres, et que du coup, ça va que dans un sens. Ok. Il y a une question de l'autre qui dit est-ce que les responsables stratégie participaient au premier atelier pour toi, Émilie? Ah oui, oui, toi, tu as répondu oui. Oui, ok. Ça marche. Pas de souci. Défi de connexion. Ok. Donc, ouais, il y a plein de pistes possibles. Après, ça ne veut pas dire, effectivement, encore une fois, que même si on met en place tous les outils pour des bons trucs, on ne va jamais changer d'avis. Et je trouve ça plutôt assez sain aussi de se dire qu'on est capable de se dire on change d'avis. Mais après, il faut toujours, pareil, que ce soit pour les bonnes raisons, enfin, voilà, qu'on puisse aussi justifier, dire peut-être, je ne sais pas, dans ton cas, Émilie, s'il faut, peut-être ce qui peut être frustrant, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu des explications et des justifications de ce pourquoi on a changé d'avis, ce qui peut aider. Je pense qu'à partir du moment où on donne des justifications, qu'on dit voilà, on a changé d'avis parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça, machin, ça marche pas pour telle et telle raison, je pense que c'est entendable. Par contre, de dire juste j'ai changé d'avis parce que j'aime pas le jaune, bon, peut-être pas. Je pense que c'est un peu plus complexe que changer d'avis parce que j'aime pas le jaune, mais on va dire que tout était difficilement, en tout cas, s'il y avait des raisons, c'était pas tout explicité. Ouais, ok, ça marche. Ok, c'est intéressant ça, de savoir pourquoi et mettre le point sur les choses. Et justement, ça aide aussi, si jamais il y a un changement d'avis pour telle et telle raison, ça aide pour les fois d'après à justement les intégrer directement. Ça marche pas parce que, je dis n'importe quoi, parce qu'il y a un problème technique. Ok, donc ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas invité les personnes de la technique pendant notre atelier et que ce sera intéressant de les inviter la prochaine fois. C'est des enseignements aussi, et ça, pour aider à ça, pour éviter ça, ça peut être aussi faire des rétrospectives et se dire ok, là on a passé 2 heures de temps, ça n'a pas fonctionné pour telle et telle raison. Peut-être que la prochaine fois on pourrait s'améliorer et impliquer telle ou telle personne ou telle et telle donnée qui nous permettrait justement de mieux prendre des décisions. Ok. Très bien. Du coup, effectivement, il y a dans les raisons pourquoi ça avance pas, souvent ce qu'on voit, c'est l'illusion de la participation. Parfois, on est dans des circonstances où en fait, on a l'impression qu'on participe parce qu'en fait, on parle pendant 2 heures, nanana, nanana. Ok, très bien, on parle, mais des fois, quand c'est pas accompagné, il n'y a pas de prise de décision. Et le fait de parler, on a l'impression d'avancer. Je prends par exemple une réunion dans laquelle j'étais tout à l'heure, où en fait, on parlait et on disait, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ok, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On arrête une date, on le fait. Qui est-ce qui prend en charge? Ok, parce que si on ne dit pas ça, ouais, c'est super. On a dit qu'on allait faire le truc. C'est très bien, on a pris une décision. Mais sauf que derrière, c'est fluide et on ne sait pas. Donc il y a aussi la dilution de la responsabilité. C'est de se dire, ok, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est ok, on se dit qu'on va faire les choses, mais on ne sait pas vraiment qui est-ce qui est en charge, comment ça va se passer, etc. Et après, il peut y avoir un autre cas qui est plutôt la peur du conflit. En fait, on n'ose pas dire les choses pendant la session, de peur, pas forcément des gros conflits, mais juste ou des désaccords, ou voilà, des choses où on n'est pas d'accord, ou bien il y a peut-être une personne qui prend plus de place que les autres, etc. Donc, voilà. Du coup, je ne me suis pas présentée, mais je pense que c'est intéressant de le faire à ce moment-là. C'est du coup, moi, et pourquoi j'ai fait ce webinaire, c'est parce que j'avoue, je ne supporte pas qu'il y ait des temps perdus, des choses qui voilà, qui respectent pas le temps de chaque personne. Je pense que prendre des décisions, parce que faire des réunions pour des réunions, clairement, j'en ai fait beaucoup dans des entreprises où il y avait même des réunions pour préparer des réunions, quoi. Enfin, c'est des réunions sur réunions sur réunions. Les projets n'avançaient pas. Enfin, et je trouve que c'est très frustrant, comme on vient de le dire. On a l'impression qu'on n'avance pas.
et ça n'aide pas en fait le groupe et la confiance dans laquelle on va avancer. Moi, j'ai un parcours initial en fait de psychologue ergonome. Donc l'ergonomie, grosso modo, c'est l'amélioration des conditions de travail. Donc si dans notre travail, on n'est pas serein, qu'on ne sait pas où on va, que du coup on est frustré, et cetera, pour moi, c'est pas OK en fait. Il y a aussi le prendre soin, des personnes qui sont, dans le groupe, et même dans le projet de manière plus globale. Donc pendant longtemps, j'ai fait, du design UX et je fais la facilitation depuis, maintenant 12 ans et je suis également formatrice, dans ce domaine-là, également en UX design. Donc effectivement, tout ce qui, voilà, tout ce qui va toucher le bien-être au travail et cetera, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi et je suis en train de développer d'ailleurs, en ce moment, un concept qui s'appelle le design du respect, qui intègre, en fait 4 dimensions. Donc le respect de l'individu, le respect du groupe, le respect, d'un point de vue sociétal et le respect de l'environnement et du vivant. Et là, ce qu'on vient de toucher là aujourd'hui, c'est, tout ce qui va respecter les individus et le groupe. Sociétal, environnement, c'est peut-être plutôt dans le contenu de ce qu'on va produire, des produits par exemple qu'on va concevoir si jamais on fait du design. Mais en tout cas, je pense que respecter, les individus et le groupe, ça passe aussi par le fait d'avancer, de prendre des décisions et ça respecte en fait le temps qu'on va concevoir, l'énergie qu'on va concevoir. J'imagine peut-être, dans ce que tu disais Émilie, qu'il y a aussi une notion aussi de se dire: «Bah, oh quand même punaise, on a passé X heures là-dessus, Mmh. un peu pour rien». Et voilà, il peut y avoir aussi un ressentiment ou quelque chose qui voilà, qui et ça veut pas dire que enfin, ça arrive de faire c'est pas des erreurs, mais des choses qui marchent pas du premier coup, c'est tout à fait OK. Mais c'est comment est-ce qu'on prend en main ce truc-là, ce problème-là, pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas? Parce que j'imagine que, si ça fait ça à chaque fois, au bout d'un moment, les gens vont se désengager, vont dire: «Pouah, la flemme, quoi. On va encore passer 2 heures à parler de trucs, en fait, on va pas le mettre en place» et ça vient désengager les personnes et ça, pour moi, c'est pas OK. OK. Allez, on va parler des solutions. Assez parlé des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous faites vous, est-ce que vous avez des tips, des trucs, pour, cadrer un peu pas cadrer peut-être c'est le terme, enfin pour aider à prendre des décisions? Hop. Alors, peut-être que peut-être on peut peut-être retourner 5 minutes en petit groupe, comme ça sera peut-être un peu plus, interactif. Hem, je vais vous remettre dans les petits groupes. Hop là. Bon retour. Alors, est-ce que vous avez quelques petites pépites à partager sur ce que vous avez pu échanger? Sur pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous faites pour justement aider à prendre des décisions? Est-ce que vous avez des tips? Alors, vous avez pas mal parlé de communication avec les équipes dans le développement des décisions prises en atelier. OK. Tenir au courant des développements. OK, très bien. Donc effectivement, il y a un truc de communication, ça c'est intéressant. Hop, je vous partage peut-être, ce que j'avais en tête. Déjà, je pense qu'il y a un premier point, qui est un petit peu clarifié. Alors, le type de décision, comment se prennent les décisions en gros? Déjà, je pense qu'il y a un premier point, c'est inviter les bonnes personnes. Donc pendant ces réunions-là, c'est peut-être hyper basique, hein, c'est peut-être hyper ça paraît peut-être un peu bête, mais déjà qu'il y ait les bonnes personnes qui soient là. Si par exemple, tout à l'heure je parlais par exemple, ça concerne la technique, on invite des personnes de la technique, parce que du coup, s'il faut, on va, imaginons on est une équipe de designers, on réfléchit à un truc et puis, après on nous dit: «Ah techniquement c'est pas possible». «Ah bah ouais, mais bon c'est dommage, on a passé 2 heures d'atelier à faire ça». OK.
Donc ça, déjà, c'est un premier point. Comment est-ce que je choisis les bonnes personnes par rapport au sujet? Ce qui va faire un point sur ce truc-là, je ne sais pas si vous connaissez ça, la matrice RACI? Je vous zoome un peu dessus. En gros, c'est savoir qui répond, enfin, à quel niveau de responsabilité on a par rapport au sujet qu'on est en train d'aborder. Est-ce que ce sujet-là, qui est-ce qui est responsable? C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre en charge le truc. Est-ce que c'est quelqu'un qui va à qui on doit rendre des comptes? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste consulté ou quelqu'un qui est juste informé? Donc ça, avoir ce niveau de... Alors ça, c'est une des matrices, mais vous pouvez créer la vôtre. Hein, c'est de se dire, bah, en fait, à quel niveau je m'implique ou pas dans la décision et dans le projet que j'ai. Et ça va rejoindre un autre point sur les prises de décision. Est-ce que les personnes que j'ai invitées ont plus ou moins de poids dans la prise de décision? Si, par exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure d'Émilie sur la prise de décision par rapport aux personnes de stratégique. Peut-être qu'en fait, collectivement, on s'est dit, imaginons, n'importe quoi, on est 8 et nous, on a voté avec des gommettes, on s'est dit, bah tiens, à ce point-là, il y a 6 gommettes. Ok, c'est celui-là qu'on va retenir. Mais en fait, les personnes qui prennent les décisions, si par exemple c'est les personnes de la stratégie, peut-être qu'elles ont un poids de gommettes qui est un peu différent ou peut-être que c'est elles qui ont le dernier mot. Ça arrive parfois, hein. C'est pas juste quelqu'un qui tape du poing sur la table qui parle plus fort que les autres. Ça, c'est encore un autre truc. C'est vraiment des personnes qui, bah, de toute façon, c'est elles qui prennent la décision et c'est comme ça parce que dans l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est OK, mais ça veut dire qu'il faut l'identifier. Et donc, on peut, par exemple, mettre en place des systèmes, par exemple, de gommettes pondérées. Par exemple, les personnes qui prennent les décisions, c'est celles qui ont les grosses gommettes et les personnes qui sont consultées pour que ces personnes-là prennent les décisions, ça peut être les petites gommettes. Et que ça peut, par exemple, il peut y avoir des votes qui peuvent se faire en 2 temps. Par exemple, on a les post-it, on met les petites gommettes. D'abord, c'est les personnes qui mettent les petites gommettes. Et donc là, la personne qui prend les décisions sait que le groupe a plutôt tendance à partir sur cette base-là. Et après, c'est cette personne-là qui va dire non, moi je valide ça, ça, ça. Mais par contre, là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande justification. Parce que sinon, les personnes vont être désengagées. On dit bah, attends, je ne comprends pas, tout le monde a mis des gommettes là, et cette personne-là, elle met une gommette à l'autre endroit. Et là, ça va créer des choses qui ne sont pas comprises par le groupe. Donc, toujours bien justifié et voilà, dans un contexte où on comprend bien les tenants et aboutissants. Parce qu'il n'y a rien de pire, effectivement, que d'avoir dû faire, fait, etc. Et tout ça, c'est hyper important. Je vous prends un exemple très concret. J'étais à un moment donné dans une entreprise, dans une banque, en fait, où c'était très hiérarchisé. Mais ils avaient décidé de créer des espèces de petites équipes en mode agile, start-up, quoi. Et moi, j'étais dans une de ces équipes-là. Et on avait passé, je vous jure, c'est vrai, on avait passé 3 mois à bosser sur un projet. On nous disait, ouais, on a une agilité, c'est super, allez-y, machin, etc. Donc, on avait passé 3 mois passés sur un projet. Et après, en fait, comme c'était hiérarchisé, on devait présenter ce qu'on avait fait sur 3 mois à une personne qui prenait des décisions. Et on avait toutes les petites startups. Lui, il avait que la journée qui était bloquée parce qu'il avait un gros agenda. Il n'y avait que la journée qui était bloquée. On devait passer chaque startup les uns après les autres à pitcher notre truc et expliquer les pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on avait fait, tout ça. On pitch. Et là, il nous dit oui, mais c'est pas dans cette direction qu'il faut partir, c'est dans l'autre. Et alors là, bah, vous imaginez bien la déception. Ça fait 3 mois qu'on bosse dessus. Donc là, il y a un réel problème même d'organisation de comment ça s'est organisé. C'est très bien de travailler en agilité et faire des petites startups, c'est très, très bien. Par contre, à un moment donné, peut-être que ça aurait été intéressant de bloquer 2 heures de ce temps-là de cette personne-là pour l'intégrer dans des prises de décision stratégiques qu'on avait fait tout au long des 3 mois. Juste 2 heures par-ci, 2 heures par-là, plutôt que de faire à la fin où tout le monde dit oui, non, quoi. Exactement, pas très agile tout ça, en vrai, on est d'accord. Je n'étais pas trop raccord avec les consultants qui nous accompagnaient sur l'intégration de la méthode agile. Bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc c'est hyper, hyper désengageant. Voilà. Il nous avait expliqué pourquoi, et c'était très clair ce qu'il avait dit. C'était tout à fait OK. L'équipe avait compris et on avait refait des trucs. Mais intégrer les bonnes personnes au moment, c'est hyper important.
Hop. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est accompagner les échanges. Donc, ça peut passer, par exemple, par créer, je vais appeler ça du conflit, mais c'est pas forcément du conflit, mais du conflit utile. Par exemple, intégrer différents points de vue. J'ai mis la méthode des chapeaux de Bono. Les chapeaux de Bono, en gros, c'est chaque personne a un point de vue différent. Les chapeaux de Bono, de manière classique, c'est toi, tu as la casquette, le chapeau créativité, toi, tu as le chapeau choses positives, choses plutôt dans la critique négative, etc. Donc ça, c'est avoir des points de vue différents. On peut très bien utiliser la méthode des chapeaux de Bono en se mettant à la place de tel ou tel profil ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment avoir des points de vue variés qui va permettre aussi de créer des bonnes prises de décision. Si on est tous d'accord tout de suite, c'est peut-être un peu bizarre. Peut-être qu'on n'a pas invité les bonnes personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pouvoir apporter des choses sans créer forcément du conflit, mais d'autres points de vue et des choses qu'on n'aurait pas vues à identifier un peu les angles morts. Ça peut être des débats qui sont accompagnés. Ça peut être aussi des choses où on met en place des tours de parole. Enfin, en tout cas, quand j'ai mis ce truc-là, conflit utile, c'est vraiment dans l'idée d'avoir cette diversité de points de vue qui va permettre justement d'amener à des décisions beaucoup plus éclairées. Après, il y a un autre point aussi, ça peut être aussi parfois, si c'est nécessaire, c'est complémentaire au GOMET là, que je disais, au GOMET pondéré, c'est casser la hiérarchie. Donc c'est que parfois, si dans les gens qui sont invités, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie ou de personnes qui prennent plus de décisions que d'autres, parce qu'on est un peu tous au même niveau, là, à ce moment-là, il faut mettre en place des méthodes de facilitation qui permettent ça, qui permettent c'est pas celui ou celle qui créera le plus fort qui va gagner, parce que souvent c'est ça. Et ça, pour moi, c'est pas OK d'être dans cette atmosphère-là. Donc, du coup, il y a plusieurs possibilités. Soit d'anonymiser carrément, dire, OK, du coup, les réponses qu'on va donner, elles sont complètement anonymisées. On ne sait pas qui est-ce qui a écrit sur les post-it. On les pose là, mais c'est mélangé, on ne sait pas qui a dit quoi. Quand on vote, au lieu d'avoir les gommettes, on voit, il y a plein de biais quand on fait les gommettes. Les gommettes, le premier biais, c'est qu'on voit qui est-ce qui a mis quoi. Donc, on se dit, ah tiens, machin truc, il a mis ça. On voit là où il y a le plus de gommettes. Donc, forcément, on va regarder les post-it où il y a le plus de gommettes et on va être comme on a le biais cognitif de la conformité au groupe, on va vouloir faire comme le groupe et faire pareil. Donc, on va mettre les gommettes là où il y a déjà plein de gommettes. Donc, il y a des biais à ce truc-là. On peut utiliser, par exemple, un exercice qui est avec, par exemple, des biais de Monopoly que vous imprimez. Et en fait, chaque personne a la même liasse d'argent, quoi. Donner de l'argent. Et ensuite, vous mettez des enveloppes et sur chaque enveloppe, vous mettez, par exemple, le truc sur lequel il faut voter. Et les personnes vont glisser les billets dans les enveloppes de manière anonyme. Et en fait, des fois, il y a des grosses enveloppes, mais peut-être qu'il n'y a que des billets de 5. Et peut-être qu'il y a des petites enveloppes où vous avez que des billets de 500. Donc, on ne sait pas combien il y a dedans. Donc ça, vous l'annoncez. Et comme ça, les personnes ne vont pas forcément être influencées par là où il y a la plus grosse épaisseur d'enveloppe. Et donc ça permet d'anonymiser et de faire en sorte que, déjà de pondérer aussi, si la personne veut tout mettre dans la même enveloppe, c'est OK. Enfin voilà, ça permet tout ça. Et là, il n'y a pas d'histoire de je parle plus fort que les autres, etc. Pour éviter aussi ce truc-là, c'est créer des petits groupes, des moments solo, enfin de casser un peu la dynamique on décide toujours tous ensemble. C'est souvent ça, quand on fait des ateliers, il faut arriver à alterner les moments où on parle tout seul, enfin où on est tout seul dans sa bulle et on réfléchit, les moments où on est en petit groupe, etc. Et ça peut aussi casser ce truc on est toujours tous en groupe, tout le temps ensemble. Et à 12, une personne qui n'ose pas prendre la parole, elle va avoir beaucoup de mal à prendre la parole. Par contre, si vous la mettez en binôme, ça va être beaucoup plus facile pour elle. Donc, ça permet aussi de faire circuler la parole et de casser un peu ces trucs de hiérarchie, soit de hiérarchie au sein de l'entreprise, de par le poste, soit de hiérarchie de par la personne qui parle le plus fort. Ça vous parle déjà, ces trucs-là, là, que je vous blablate, mais j'ai tendance à speeder parce que comme on n'a qu'une heure. Oui, c'est très bien, très clair. Ok. Ensuite, il y a un autre point, vous en avez parlé un petit peu au début, c'est rendre visible la décision. Le truc, je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui m'énerve trop, c'est les yaka faucons.
C'est en gros, «Ah, il y a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça». Oui, bah, très bien, on va le faire. Mais comment est-ce qu'on le fait? Qui est-ce qui le fait? Et cetera. Donc ça, c'est des choses qu'on doit noter quelque part. Donc moi, j'utilise beaucoup des templates, des choses en fonction j'en ai pas forcément un précis à vous montrer, donc je vais vous en montrer plusieurs parce que, ça dépend du projet, ça dépend comment s'articule le projet et cetera. Donc c'est des plans d'action que je fais plutôt, un peu sur mesure en fonction des missions. Et d'ailleurs, je vous conseille la fiche action, de Lucie de Broise-Olivier que j'avais interviewée, dans une petite vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien ici. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et vous voyez la tête de Lucie aussi en même temps. Et en fait, c'est des choses qui sont un peu facilitées. Donc, du coup, Lucie, elle est facilitatrice graphique et son métier, en gros, c'est de mettre de manière claire et imagée, voilà, des concepts qui peuvent être un peu particuliers. Donc là, elle propose une fiche action, c'est-à-dire que on va se mettre d'accord sur les actions qu'on va devoir faire. Donc, c'est quoi le truc? Pourquoi on le fait? Qui va le faire? Quand? Comment? C'est quoi les premiers petits pas? Et les points de vigilance. C'est une façon de formaliser les choses, de formaliser un plan d'action, grosso modo. Donc ça peut servir à un groupe qui va se mettre en action sur des choses. Parce que, en fait, quand on prend des décisions, c'est bien, on a pris une décision. Mais après, il faut donner une suite. C'est toujours ça, c'est quand on fait des ateliers, c'est très bien, on est en groupe, là, on est bien. Mais après, souvent, ça se dilue après derrière. Ça part comme ça, on ne sait plus qui doit faire quoi, et cetera. Mais l'atelier, il s'inscrit, l'atelier ou une réunion, peu importe, il s'inscrit dans un projet. C'est-à-dire, c'est quoi le prochain pas? C'est quoi le truc d'après? Est-ce qu'on se revoit pour un autre atelier? Est-ce qu'il y a des trucs à faire entre les deux? Est-ce qu'on ne se revoit pas? Est-ce qu'il y a des trucs à prendre en charge par telle ou telle personne? C'est ça qu'il faut arriver à statuer en fin de réunion ou d'atelier. Et donc ça peut être un outil qui peut être utilisé. Ou bien, il y a d'autres façons. Donc là, c'est que des exemples que je vous ai mis. Hop, j'ai scanné les pages là que je vais vous montrer dans ce livre-là que je trouve très, très bien. Bicablo Poster, c'est de la facilitation, graphique, du coup qui est, c'est un livre, d'ailleurs j'avais sorti en plus. C'est ce livre-là. Il est appelé comme ça à peu près et du coup dedans, il y a plein de façons de faire des posters. Voilà, que vous pouvez faire, vous avez juste à recopier les idées d'exemple, faire du sur-mesure, plus ou moins complexe, hein, il peut y avoir des trucs un peu plus compliqués à faire, mais même sans savoir dessiner, parce qu'il y a des trucs hyper simples, c'est ça qui est bien avec ces livres-là, c'est que du coup, il y a des trucs, il n'y a même pas besoin de savoir dessiner, genre ça. Ça, faire un escargot, moi, mon fils de 3 ans, il sait faire. Donc, normalement, vous savez faire aussi. Des petits trucs comme ça, des trucs très simples, hein, d'accord? Pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. Du coup, dans ce livre-là, je vous ai sélectionné par exemple 2, mais c'est juste à titre d'exemple encore. C'est par exemple ce truc, espèce de timeline là, avec des personnes en fait qui sont mises en face. Ok, toi tu vas prendre en charge ça, moi je vais ensuite, c'est à mon tour de prendre ça en charge. Nanana. Donc on peut se faire un espèce de plan d'action imagé, comme ça, pendant la réunion. De même, sous forme de choses un peu concentriques. Il y a plein de façons de faire les choses, de faire des plans d'action. Ce sont juste des exemples. Juste pour vous dire, ça peut même être un tableau, hein. Qui, quoi, comment, un truc hyper simple, c'est tout à fait OK. Mais en tout cas, il faut enclencher le truc et le rendre visible. Je laisserai ce diagramme en référence. Oui, la carte mentale, là, je vous l'envoie après. Donc ça reste dans la carte mentale, vous l'avez. Hop. Donc ça, c'est un point. Donc rendre visible la décision, c'est hyper important parce que c'est noté. Quitte à ce que après le poster, on le prenne, on l'affiche dans le couloir, on l'affiche dans la salle dans laquelle on bosse. Enfin voilà, un endroit où on peut garder trace de ça et qu'on se mette des deadlines aussi, des points. Est-ce qu'on fait ça avant le prochain atelier? Est-ce qu'on doit faire ça avant telle date parce qu'il faut on sait tel ou tel truc? Donc ça, c'est des choses aussi à statuer pendant la réunion. Et ensuite, le dernier point, c'est suivre, accompagner dans la durée. C'est un peu ce que je viens d'initier là dans l'idée. C'est initier des rituels, des suivis, des échanges responsabilisés. Responsabilisés. Donc, c'est vraiment par ces outils-là visuels ça va permettre aussi de responsabiliser les gens et se dire: «Ah oui, attends, il faut que je fasse ça». Et peut-être en y pensant,
c'est plus facile aussi de responsabiliser des binômes, parfois, que des personnes seules. Parfois, de se mettre en action seul, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut se mettre en action et cetera. Alors que si vous constituez des binômes, des trinômes, peu importe, mais des petits groupes, bah, du coup, c'est: «Ah OK, ah bah, nous, on est tous les 2 sur ce sujet. Bah, OK, on se voit quand pour en parler? OK, d'accord». Plutôt que de laisser, surtout quand c'est des sujets qui sont un peu, par-dessus le travail du quotidien. C'est souvent des choses qui sont pas faites, parce que, bah, on oublie, parce que ça passe vite et parce qu'on avait d'autres priorités et cetera. Donc si ça se fait en binôme et que vous laissez un temps au binôme pour s'organiser à la fin de la réunion, pour prendre rendez-vous ensemble et avancer, ça va ça va beaucoup mieux marcher. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres tips, auxquels ça vous fait penser, tous ces trucs-là, là? Ou des questions? OK. OK, de votre côté. OK, pas de remarques, ça marche. Et du coup, j'avais plusieurs choses à vous montrer, donc et d'autres livres aussi que je vous conseille. Ce livre-là, là, Gamestorming, où du coup, vous avez plein d'exercices de facilitation, il est pas très bien rangé, mais par contre, c'est assez bien. Franchement, c'est des bonnes pépites et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits schémas avec, des petits posters, des petits trucs, à réutiliser directement. Hop, qui expliquent chaque exercice. Donc vous avez des exercices aussi de prise de décision, mais pas que, de cadrage, enfin tout un tas de trucs que je trouve vraiment bien et il est en français, donc ça c'est pratique. Parce que le Bicablo par contre, il est doublé, enfin en fait à la base il est en allemand, mais il est, sous-titré en anglais. Donc mais bon, je trouve que c'est pas très gênant parce que même si on ne parle pas anglais ou allemand, bon, bah, on voit les visuels, ça peut donner des idées, même si on ne parle pas très bien anglais. Hop, et puis ensuite il y a celui-ci, hop, passer au design thinking, où là c'est vraiment, bah, beaucoup plus orienté, outils de designer. Donc c'est aussi pour ça que je vous le présente. Mais bon, bien sûr, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis l'agenda si vous avez envie de faire d'autres webinaires de ce type-là. Vous avez ce site aussi, l'atelier collaboratif, qui est un site où il y a plein d'exercices hyper simples quand on débute en facilitation ou quoi, qui sont à utiliser tels quels avec des petites fiches. Des templates déjà prêts plutôt pour designers. Et je vous ai mis aussi, ces ressources-là, elles sont aussi disponibles dans mes ressources gratuites. Vous verrez, vous avez des références de livres, des références de sites, des jeux, plein de trucs pour aider justement dans la facilitation. Et si vous voulez aller un cran plus loin, je propose aussi un programme qui s'appelle Éclair d'expertise. J'en ai peut-être déjà parlé, mais pourquoi j'ai créé ce truc-là, c'est parce qu'en fait, souvent j'ai remarqué que quand on est designer ou même quand on fait d'autres métiers, on n'est pas forcément préparé à faciliter des temps collectifs, même ne serait-ce que des réunions en fait. J'avoue que c'est bête, hein, mais moi quand j'ai fait mes études, à aucun moment on m'a dit: «Bah tiens, je vais t'apprendre à animer une réunion», alors qu'on en fait tout le temps. Et du coup, je trouve ça dommage quand même, parce que c'est quand même un peu le b.a-ba des métiers un peu, de service, quoi. Donc en fait, on manque souvent de méthode, de structure, on ne sait pas quel outil choisir, on manque aussi parfois de confiance quand on anime. On a parfois aussi des difficultés justement à gérer le groupe, on ne sait pas quels, tips, mettre en place à quel moment, et on a besoin de feedback en fait sur des cas concrets parce que parfois on est un peu lâché dans la nature. Enfin moi, c'est ce qui s'est passé il y a 12 ans, on m'a dit: «Bah, Carole, tu vas animer l'atelier». Bon, bah, d'accord, mais j'avais aucune bille, j'étais pas formée, donc voilà, c'est aussi des fois le grand saut dans l'inconnu. Et du coup, ce programme-là, il y a 8 séances qui sont des séances pratiques, mélangées à, des sessions de co-développement. Donc en fait, il y a 6 personnes qui sont réunies, plus moi, et en fait, donc c'est un peu les sujets qui sont là, donc déjà poser les bases, savoir organiser un atelier, le structurer,
Le déroulé en tant que tel, comment est-ce qu'il se structure, comment est-ce qu'on articule les différents éléments. Ensuite, il y a des sessions de codev. Et puis, donc, il y a tout ce qui est aussi la dynamique humaine. Et comme j'ai une particularité aussi qui est tout ce qui va être les jeux sérieux utilisés dans un contexte pro, il y a aussi une session sur les jeux et avec des codev. Et puis, les plus, c'est aussi, il y a une séance individuelle, de conseil en individuel, un bilan 6 mois plus tard, un groupe de discussion dans lequel on peut échanger n'importe quand, et puis une boîte à outils où du coup, il y a toutes les ressources dedans, il y a tout, et il y a aussi une boîte à outils très concrète de typologie d'exercices avec 46 fiches pratiques sur ces exercices-là. Et donc ça, c'est en visio, donc des petits groupes de 6. Donc la prochaine session aura lieu de septembre à décembre 2026. Donc c'est maintenant, le prix est de 590. J'ai fait une première session qui était un peu moins chère pour tester. Donc là, les personnes qui ont fait la première session ont quasiment fini. On est en train de caler les conseils, enfin les rendez-vous en individuel. Donc elles ont fait les 8 sessions qu'on a terminées là le mois dernier. Voilà. Et je vous ai mis le lien si ça vous intéresse pour aller voir. Et il est 59. Waouh! Trop forte. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Si vous voulez, je peux couper le replay comme ça, vous n'êtes pas contrainte. Hop, je vais arrêter l'enregistrement. Tac.